Debout la République est un parti qui ne s'est pas créé pour témoigner. C'est un parti de solution et c'est un parti d'action. Les euro-ronchons, c'est-à-dire les personnes qui se contentent de critiquer l'Union européenne depuis 20 ans, ne servent pas à grand-chose, voire ne servent à rien, voire servent à prolonger le système puisqu'ils ne proposent aucune alternative. Si on veut proposer une alternative, mais surtout mettre en place une alternative, il faut être élu député européen. C'est pour ça qu'on fait une vraie campagne, une campagne de terrain. On a fait 200 visites en 3 mois. C'est aussi pour ça qu'on a créé un groupe au Parlement européen qui existe déjà, qui est déjà prêt à nous accueillir, avec aujourd'hui une alliance de 20 pays à travers l'Europe. Donc voilà, pour changer les choses, il faut être présent et il ne faut pas juste témoigner. Il faut agir dans les institutions, même si on veut profondément réformer ces institutions. Eh bien écoutez, ni l'un ni l'autre. Ça doit être sa réorientation. Nous considérons que le rôle de l'Union européenne, ce n'est ni de se substituer aux États, ni de s'agrandir sans fin. C'est de permettre de réaliser des projets que les États ne peuvent pas faire seuls. C'était le sens initial de la construction européenne, c'était le sens de la CECA, c'était le sens d'Euratom, c'était le sens d'Airbus, d'Ariane Espace, c'était la politique agricole commune. C'est mettre ensemble des pays qui tout seuls ne peuvent pas mener une politique, tout en laissant ces pays gérer leur politique nationale d'une façon indépendante. Donc nous voulons que l'Union européenne cesse de se mêler de tout n'importe quoi et revienne à sa fonction initiale. Depuis 1992, malheureusement, l'Union européenne n'a plus de grands projets, ni scientifiques, ni industriels, ni politiques. Elle a aujourd'hui Louis Gallois, l'ancien président d'Airbus, dit qu'avec les règles actuelles de l'Union européenne, Airbus serait impossible. Donc on est en totale contradiction. Parce qu'en face de cette incapacité de l'Union européenne à mener des grands projets, on a une bureaucratie qui envahit tout, qui s'est rajoutée, qui a aggravé la tendance déjà bureaucratique, par exemple, de la France à s'embourber dans une confusion de normes. Et aujourd'hui, l'Union européenne fait des normes sur la taille des châteaux, sur la taille des escabeaux, et ne s'est pas porté de projet au sein de la mondialisation qui permettrait effectivement à chaque État de devenir plus fort les uns avec les autres. Debout la République, moi je dis souvent, nous sommes un parti de dissidents, mais pas un parti de rupture. Nous avons effectivement quitté en 2007 le parti majoritaire qui était l'UMP parce que nous n'étions pas d'accord avec la politique qui menait, et notamment la trahison du référendum de 2005. Mais ceci dit, nous ne sommes pas en guerre civile. Nous tenons, c'est pour ça que nous tenons un discours républicain, un discours raisonnable, qui effectivement parfois est moins, peut être moins séduisant, moins impressionnant que d'autres discours qui sont plus violents, plus excessifs, parce que nous tenons à rester coopératifs avec les institutions et aussi avec les gens qui les font. C'est-à-dire que si demain, quand demain Debout la République arrivera au pouvoir, on gouvernera, on travaillera avec des gens qui ont fait des erreurs. C'est pour ça que nous ne sommes jamais en rupture. Nous ne sommes pas d'accord avec eux, on s'oppose souvent très vivement à eux, mais nous ne condamnons pas les hommes, nous condamnons les politiques. Donc nous avons M. Dupont-Aignan au sein du Parlement français, des soutiens comme M. Jérôme Masson au sein du Sénat. Nous avons des bonnes relations avec les députés, on travaille ensemble. M. Dupont-Aignan a fait par exemple un rapport très important sur les paradis fiscaux au sein de l'Union européenne qui lui a été confié par Mme Guigou, qui est une adversaire politique, mais avec qui on peut travailler. Donc on essaie toujours d'être constructif. Par exemple, moi sur la circonscription du Nord-Ouest, je suis soutenu par plusieurs parlementaires, je suis soutenu par M. Jean-Pierre Depaul, député indépendant du Dunkerquois, je suis soutenu par François Desvillains, député indépendant de Cambrésis. J'ai plus de 100 maires avec moi, j'ai 5 conseils généraux, j'ai un conseil régional. Donc nous sommes très différents, nous opposons violemment au système, mais nous ne sommes pas extrêmes et nous ne sommes pas en rupture des institutions telles qu'elles doivent fonctionner dans la République. Alors vous auriez pu prendre surtout les différences énormes entre l'Ouest et l'Est. Effectivement, la plus grande erreur, enfin, l'une des plus grandes erreurs, elles sont nombreuses, mais sans doute la plus grave et la plus impressionnante de l'Union européenne, ça a été l'élargissement de 2005 et 2007. Et du jour au lendemain, on a fait ce qu'ils appellent la stratégie du choc. Et du jour au lendemain, vous mettez des pays qui étaient riches, des pays qui étaient développés avec des forts acquis sociaux, avec des pays qui étaient en voie de développement, voire même comme la Roumanie et la Bulgarie, des pays qui, dans leur zone rurale notamment, étaient des pays très pauvres. Donc effectivement, vous avez créé une situation sociale disparate. Il faut quand même le rappeler. L'Union européenne a en son sein aujourd'hui une disparité qu'elle a elle-même créée. C'est toujours le syndrome du pompier pyromane, c'est-à-dire on crée un drame et après on veut l'éteindre. Il est évident que la situation actuelle, c'est que
l'alignement se fait par le bas. On le voit avec les travailleurs détachés, l'ensemble des acquis sociaux, certains bons, peut-être d'autres qui restent aussi un travail à renégocier, mais le principe d'acquis social n'est plus discuté par une discussion franche, mais c'est une agression permanente par la concurrence sauvage. Donc ce n'est pas une bonne méthode pour harmoniser les acquis sociaux. On n'harmonise pas par la violence et par le chantage. Donc la méthode qui arrive depuis l'élargissement est vraiment inacceptable. Donc nous voulons remettre une Europe sans des cercles, c'est-à-dire nous considérons qu'il est tout à fait possible de travailler avec des partenaires européens sans créer un seul cadre au sein de l'Union européenne. Effectivement, il y aura un noyau des pays développés, les pays de l'Est avec qui on veut travailler, mais avec qui on ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi des autres. Et par ailleurs, sur le régime de travailleurs détachés, par exemple, on propose de totalement changer la logique. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient travailler dans un pays, un Européen va travailler dans un pays étranger, il y a un alignement par le haut, automatique. Si un Français va travailler en Bulgarie, il cotise au régime français. Si un Bulgare vient travailler en France, il cotise au régime français, et non pas bulgare, comme c'est le cas actuellement. C'est très large, mais effectivement, nous sommes notre rupture avec l'Union européenne est essentiellement économique, c'est-à-dire nous condamnons. C'est intéressant ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne en fait aujourd'hui est bloquée et empêtrée dans les thèses qui ont échoué par la crise des subprimes. Les textes lacuniques, le traité constitutionnel européen, sont des textes d'avant-crise néolibéraux qui pensaient que le marché allait tout régler, que la finance allait se substituer à l'industrie. Tous ces dogmes ont échoué. Aux États-Unis, que je connais très bien, ça a beaucoup changé. Au Japon, tous ces dogmes ont été changés. Et en Europe, on est bloqué parce qu'on est dans des textes qui sont périmés. Et donc on ne peut pas agir puisqu'on est dans un cadre qui a échoué et qui n'existe déjà plus. Donc il faut changer ce cadre. Et par exemple la politique dite de concurrence, qui en fait est une politique d'oligopole, une politique qui favorise les puissants. Parce que quand vous avez un Parlement européen avec, je sais plus, 800 députés, avec des commissaires non élus, pour avoir des arbitrages politiques, il faut avoir du lobbying. Une PME, elle ne peut pas faire du lobbying. La directive, par exemple, REACH sur la chimie, c'est toujours intéressant. Moi, j'ai rencontré des dizaines de PME chimiques. C'est un des métiers. Ces PME me disent, mais écoutez, la directive REACH, c'est pas la directive REACH, c'est la directive BASF. C'est-à-dire, un grand groupe peut payer du lobbying pour écrire un texte, et nous, les PME, on subit cette directive. Et c'est pas une directive qui cherche à aider l'environnement ou qui cherche à créer la concurrence, c'est une directive qui favorise BASF, qui a les moyens de cocher toutes les cases. Donc nous, il faut réorienter tout ça, c'est-à-dire qu'il faut être, au contraire, l'économie doit être dure avec les forts et aider les faibles, ceux qui innovent, ceux qui se lancent. Il faut réorienter effectivement la politique de concurrence, c'est-à-dire mettons en difficulté les oligopoles et aidons les PME, c'est-à-dire strictement l'inverse de ce qui existe aujourd'hui. Bien sûr que la transition énergétique est le moyen de relancer l'économie européenne, mais encore faudrait-il, un, être autorisé à avoir une politique industrielle, et deux, à ne pas vendre à des groupes extra-européens les industries qui permettraient de faire cette transition. Lié à l'ITOM, c'est grave moralement parce que ça trahit la France, mais même imaginons qu'on sorte de ce cadre moral qui est le mien et que je peux comprendre que ce soit pas celui des autres. Économiquement, c'est une aberration. Il faut faire la transition énergétique et on offre nos technologies et nos brevets à un groupe américain qui n'a pas intérêt à ce que l'Union européenne devienne plus puissante que les États-Unis. Donc là, on est dans l'absurdité. Aujourd'hui, la Commission européenne dit oui, la transition, mais interdit la politique industrielle qui permettrait de le faire et autorise le fait qu'on perde nos armes. Donc, si on veut faire une révolution industrielle, c'est pas tranquille. On se met autour de la table et on dit le modèle du pétrole, le modèle du gaz, le modèle de la chimie, hydrocarbures, c'est un modèle qui est fini. Et c'est une rupture forte. Et pour ça, il faut des investissements à long terme, il faut donner une impulsion à l'industrie, il faut financer une recherche qui n'est pas rentable à 10, 15 ans, 20 ans, comme on l'a fait avec le nucléaire. Donc si on veut faire une petite transition énergétique, c'est pas le monde des bisounours. Il ne suffit pas de dire la transition va arriver toute seule. Elle n'arrivera pas toute seule. Elle n'arrivera que si on mène un grand projet, on en revient à la première question, que l'Union européenne dit, bon, la France et l'Allemagne voulaient travailler sur le nucléaire de 4e génération, l'Espagne, l'Italie voulaient travailler sur le panneau solaire à haut rendement, je ne sais pas moi, on peut même s'associer à des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, l'Islande, l'Écosse pour faire la géothermie profonde. Il faut faire travailler les pays qui veulent et leur donner les moyens, y compris par des aides, par un encadrement, par une vision, d'arriver à faire cette transition énergétique qui fera beaucoup de mécontents. Et quand on fait des mécontents, il faut un pouvoir politique fort.
on en revient au lobbying. Et effectivement, quand vous créez une institution qui n'est pas démocratique, c'est le règne des lobbies et des jeux d'influence. Donc déjà, il faut supprimer la commission, il faut détruire le nœud du lobbying au sein de l'Union européenne, déjà qui permettra à l'économie européenne de respirer à nouveau. Et ensuite, si on veut de l'économie locale, il faut reconnaître que les règles de la mondialisation, soi-disant heureuse, ne sont pas bonnes. Donc il faut mettre en place du commerce loyal, d'autres appellent ça du protectionnisme. Mais du protectionnisme, déjà, c'est un élément de valeur, donc c'est juste de la loyauté. Si en Europe on dit qu'il y a des normes sociales, des normes environnementales, des normes de sécurité, il faut faire respecter ces normes. Et si on les fait respecter au sein du continent européen, on ne peut pas faire venir des produits qui viennent de Chine, d'Inde, du Mexique, de n'importe où, qui ne respectent pas ces mêmes normes. Donc des frontières intelligentes, c'est-à-dire qui n'empêchent pas de commercer, mais qui empêchent de faire venir des produits qu'on n'accepterait pas de produire sur le continent européen. Première raison. Et deuxième raison, pour rejoindre la transition énergétique, il faut que le carbone est un coût. Il faut dire, produire en France du lait pour le marché français, c'est une bonne chose. Produire du lait en Pologne pour le marché français, c'est une perte de ressources et c'est une perte de valeur. Il faut aussi organiser l'économie pour dire l'agriculture, la pêche, un certain nombre d'industries, il faut favoriser leur implantation locale, nationale, et ça ne sert à rien de faire traverser le lait, la viande, ça ne sert à rien de leur faire traverser l'océan, et ça ne sert non plus à rien de leur faire traverser l'espace européen. Il faut valoriser nos territoires, chaque territoire a les moyens pour l'essentiel de son économie de s'alimenter, de se valoriser et de faire vivre les entreprises locales et pas des grands groupes qui en fait vivent malheureusement sur l'atteinte à l'environnement et sur l'atteinte aux sociétés et à la ruralité.